Bonsoir, merci à tous d'être venus à cette soirée. Je remercie d'abord la mairie de Crolles en fait, de nous prêter cette salle gracieusement pour cette rencontre. La rencontre va se dérouler en deux temps. La première en fait c'est un échange et une présentation liminaire par Olivier Rasmont, donc journaliste et blogueur au Monde, que je vais présenter peut-être un peu plus. Et puis une deuxième partie où les candidats du rassemblement pourront engager avec vous un échange plus large en fait, sur les problématiques de déplacement dans la vallée et présenter en fait, leur cadre en fait, d'intervention. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore les candidats sur les cantons qui nous concernent, à savoir le Moyen et le Haut-Grésivaudan, on a donc en fait Barbara Schmitt et Didier Delplanque en fait, qui sont les candidats du Rassemblement citoyen sur le canton du Moyen Grésivaudan. Je présenterai en fait leur suppléant. Donc en fait il y a Yannick Cosson ici présent, et puis sur le candidat et Maritza pardon. Voilà, Maritza Froissart. Donc sur le Moyen Grésivaudan, et puis sur le Haut Grésivaudan, parce qu'en fait une bonne partie des problématiques qui nous concernent en fait sur la vallée sont bien évidemment communes au Moyen et au Haut Grésivaudan. Donc les réunions qui seront organisées combineront à la fois les thématiques et puis aussi les deux cantons. Donc Véronique Fernandez et puis Jean-Christophe Grenier. Et puis au niveau des suppléants, ils seront pas. Voilà. Donc ils ne seront pas encore. Donc on s'est donné à peu près, on commence avec un petit peu de retard. L'idée c'est qu'à 10h en fait on aura plutôt un temps de collation. Voilà, on a prévu quelque chose derrière. Et puis évidemment la conversation et la discussion et les échanges en fait continueront autour du verre de l'amitié. Alors donc la première partie va commencer. Je présente rapidement Olivier. Olivier Rasmont, c'est un vieil ami en fait de longue date, qui est journaliste. Alors à l'époque il n'était pas journaliste, je l'ai connu comme étudiant. Il écrit pour Le Monde, il écrit aussi pour différents organes de presse, Géomètre Expert, etc. Et il intervient en fait depuis pas mal d'années sur des problématiques de développement durable. Il a sorti pas mal d'ouvrages chez Rue de l'Échiquier, en fait, qui est un éditeur parisien. Son deuxième ouvrage qui avait fait l'objet d'une présentation dans la vallée, c'était La tentation du bitume. C'est une réflexion sur l'étalement urbain. Donc c'est une thématique qui l'agitait fortement. Mais depuis, il est devenu blogueur en fait, et il a créé le blog du Monde en fait, qui s'appelle L'interconnexion est-elle assurée, et donc on est plus assuré. Et donc pour ceux qui sont déjà allés sur ce blog, effectivement il recense de nombreux articles qui compilent des problématiques liées au déplacement dans toutes ses formes, et donc ça va être aussi bien les transports collectifs, de TER, des problématiques de grands projets, et puis aussi des problématiques ultra quotidiennes rencontrées par les usagers des transports et des déplacements. Et donc son dernier ouvrage, en fait, Le pouvoir de la pédale, comment le vélo transforme nos sociétés cabossées, c'est une réflexion un peu mordante, en fait, qui essaie d'aborder la place du vélo dans notre société et la manière dont il contribue à la transition énergétique. Et puis aussi, c'est pas qu'énergétique, en fait, et écologique, c'est aussi social. Donc voilà, il va nous expliquer tout ça. On se donne globalement peut-être une petite demi-heure de présentation. Et puis après, on engage le débat avec la salle. Voilà, je lui laisse la parole. Merci Xavier. Il s'appelle Xavier Perrin et je le connais depuis 25 ans donc. Et il est. Alors t'es quoi ici en fait? Alors moi je suis simple citoyen, parce qu'en fait, bon voilà, ça illustre éventuellement la composition de cette démarche du Rassemblement citoyen. Donc je suis fonctionnaire territorial, je dirais pas de la commune, mais enfin c'est dans la vallée, et j'ai été approché par des collègues qui à un moment avaient envie de poser les problématiques de débat qui agitent en fait aussi bien effectivement l'énergie, les transports, etc. Donc voilà, j'ai rejoint en fait le rassemblement pour les aider en fait à se mettre en avant et puis peut-être gagner des élections, et donc voilà, je suis un simple citoyen. Merci Xavier. Bravo. Alors en fait voilà, oui, les transports c'est un truc très central, moi je le vois très bien. En fait, ça fait à peu près 5 ans que je m'intéresse à ce sujet-là. Il y a 5 ans, j'avais sorti un autre premier bouquin, en fait, avec 2 co-auteurs sur la question des transports. Et effectivement, c'est un sujet central.
souvent abordé dans la société de deux manières. Soit la petite anecdote que l'on connaît chacun d'entre nous tous les jours, éventuellement avec un bon ou un mauvais voyage, ou les petites choses de tous les jours, donc les bouchons qu'on peut rencontrer, le monde qu'on trouve dans le train, le fait que le train soit en retard ou qu'on n'ait pas d'information. C'est-à-dire que le train est en retard et puis on n'est pas informé, ni le contrôleur, ni le conducteur ne vous dit ce qui se passe. Donc on ne sait pas, on sait pas du tout ce qui va se passer, on ne sait pas du tout si on va arriver à l'heure ou à quelle heure éventuellement on pourrait arriver, ou alors tout simplement le bus qu'on prend et puis dans lequel le chauffeur a décidé de mettre sa musique bien fort de façon voilà, tout le monde en profite, et puis nous on voudrait dormir, ou on voudrait lire, ou on voudrait être un peu tranquille, et ben non, donc on ne profite pas du voyage, en tout cas on n'optimise pas ce temps de voyage. Et puis, bien sûr, à vélo, il y a plein de choses. C'est la piste cyclable qui s'arrête juste avant le carrefour. À pied, c'est le trottoir qui d'un seul coup disparaît, ou sur lequel on a mis des poubelles ou des parcs-mètres, par exemple, etc. Donc, toutes ces choses quotidiennes, en fait, dans les transports, en fait, moi, je trouve que c'est de la politique. C'est-à-dire que c'est des choix qui sont faits ou qui ne sont pas faits. C'est le fait de dire au chauffeur du bus, ben non, la musique vous pouvez l'écouter, mais pas pour en faire profiter tout le monde, parce que les gens n'ont pas forcément envie de ça. Et ça, c'est important, le confort du transport public, parce que c'est aussi là-dessus qu'on va choisir un transport ou pas. Le fait qu'évidemment la piste cyclable s'arrête juste avant le carrefour, c'est des choix politiques. Pourquoi elle s'arrête juste avant le carrefour? Parce que généralement, on a demandé à un jeune urbaniste de la collectivité de faire le plan en vélo et de faire la piste cyclable. Et puis quand il a vu, alors, piste cyclable le long d'une route, bon ça va à peu près. Le carrefour, là c'est très compliqué, donc il ne sait pas faire, donc il ne le fait pas. Et puis voilà, et donc ça arrive très souvent. Le trottoir qui est mal entretenu, ben aussi, c'est des choix qui sont faits ou qui ne sont pas faits. C'est, ben oui, le trottoir, bon, on verra plus tard, d'abord on a de l'argent pour les routes, en général c'est comme ça que ça marche, et puis le déneigement aussi, enfin, etc. Donc tout ça, c'est des choix qui sont faits ou qui ne sont pas faits, et donc, effectivement, c'est de la politique. Et l'exemple le récent qui est le plus flagrant, c'est l'histoire du Wi-Fi dans les TGV. Alors ça, c'est assez fascinant. On a eu comme ça, il y a quelques mois, la secrétaire d'État au numérique qui a dit qu'il faudrait absolument qu'il y ait du Wi-Fi dans le TGV. Et puis, il y a 15 jours, je crois, la SNCF a dit, vous inquiétez pas, en 2016, il y aura la Wi-Fi dans le TGV. En fait, quand j'ai regardé un peu ce qu'il en était, et je me suis aperçu qu'en 2003, la SNCF avait dit qu'il y aura bientôt la Wi-Fi dans le TGV. Et puis ensuite, ça va marcher. Ils ont dit en 2005, et puis ensuite en 2007, etc., et en 2011, et en 2012, etc. Ça a continué. Il y a le nombre de plans pour qui est installé la Wi-Fi dans le TGV depuis 15 ans, il y en a eu au moins 7 ou 8. Et pourquoi ça ne marche pas? En fait, simplement, ça coûte extrêmement cher. C'est technologiquement pas très fiable. Et donc, même dans les trains dans lesquels aujourd'hui il y a la Wi-Fi, je pense au Thalys par exemple, entre Paris et Bruxelles notamment, Paris et Amsterdam, ou Cologne, ben, ça ne marche pas très bien. Une fois sur deux, ça ne marche pas, même les gens qui s'inscrivent, etc. En fait, ça fonctionne très mal, pour des raisons techniques. Et en fait, personne ne se pose la question. Cette secrétaire d'État, un jour, elle se retrouvait dans un TGV, il n'y avait pas la Wi-Fi, elle n'était pas contente, machin, mais quand on regarde l'usage, quel est le vrai usage d'Internet dans un TGV? Dans un TGV, il est très faible en réalité. Les gens utilisent. On a la 3G en fait, quand on voyage dans un TGV. On peut donc tout à fait, avec un smartphone en tout cas, envoyer des mails, recevoir des mails, évidemment envoyer et recevoir des SMS, et puis on peut de toute façon, avec un ordinateur, continuer à travailler si on doit faire un déplacement professionnel. Quand il y a dans un TGV une annonce qui dit le train mettra en fait 3 quarts d'heure de plus, ça m'est arrivé, ça vous est peut-être arrivé aussi, si vous prenez soit 3 quarts d'heure de plus, soit même 2 heures de plus entre Paris et Marseille par exemple, eh bien très vite les gens s'adaptent, personne ne proteste, les gens prennent leur appareil, envoient un mail, envoient un SMS et disent bon bah on va décaler le déjeuner, la réunion, on la fera plutôt cet après-midi, etc., etc. Et c'est étonnant, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, les gens profitent du temps pour faire autre chose, alors parfois pour dormir, parfois pour lire, et puis souvent pour travailler. Ils ont finalement 1 heure ou 2 de plus pour préparer la fameuse présentation qu'ils voulaient faire le matin et qu'ils font l'après-midi, et ça leur convient très bien. Donc il n'y a aucune réflexion
c'est étrange dans cette histoire de Wi-Fi dans le TGV, il n'y a aucune réflexion sur l'usage, on veut seulement la technologie pour la technologie. Et alors même que la SNCF, le ministère des Transports, les gens qui réfléchissent aux questions des transports, depuis des années, disent la priorité, c'est les trains du quotidien, c'est les TER, c'est les retards, c'est les trains c'est le cadencement, etc. Et le TGV, c'est moins important. Et en fait, on continue à faire la promotion systématiquement en disant bah non, mais il faudrait qu'on puisse en gros être dans une sorte de salon roulant, qu'on puisse aller d'une ville à l'autre. Et qui utilise les salons roulants de la SNCF qui sont assez confortables quand on y met le prix? C'est des cadres qui, bien sûr, sont tout à fait légitimes à faire leur boulot et à se déplacer d'une ville à l'autre. Mais la question, c'est quoi? C'est 10% de la population, même pas, qui prend le TGV chaque semaine, probablement beaucoup moins, en réalité plutôt 4 ou 5% de la population. Et pendant ce temps-là, il y a cet argent qui n'est pas dépensé pour les trains du quotidien. Donc, et y compris, évidemment, pour les TER, ça je pense que vous connaissez très bien la question, dans le réside dedans. Et puis pour les RER en Ile-de-France, c'est quelque chose d'assez dramatique. Donc c'est étrange, c'est-à-dire qu'on a une sorte de... Et donc, autrement dit, les petits ennuis tous les jours qu'on rencontre dans le train notamment, et on pourrait prendre absolument n'importe quel moyen de transport, en fait, ils sont en fait très... c'est des choix politiques qui sont là aussi, qui sont faits ou qui ne sont pas faits. Bon. Ça, c'est une chose. Et en fait, quand on regarde cet objet transport, cette activité humaine qui est le transport, et ce besoin également, ou ce bien, peut-être parfois même ce bien commun qui est le transport, on s'aperçoit de plusieurs choses. C'est que d'abord, la réalité, d'une part, et finalement, les priorités restent aujourd'hui encore fondamentalement, sauf dans quelques territoires bien précis, la voiture, le tout-voiture. Et quand on voit effectivement ce qui est annoncé régulièrement au sujet des voitures électriques, on a une prime qui a été annoncée qui est de 10 000 € par voiture électrique pour les gens qui en achèteront une. Et puis l'an dernier c'était 7 000, je crois, et il y a 3 ans c'était 5 000. Et on continue à dire voilà, on va subventionner complètement à perte un objet qui se vend d'ailleurs assez mal, parce que en fait, tout simplement, les consommateurs potentiels n'ont pas vraiment confiance. Parce qu'il y a cette question d'autonomie, cette question de recharge, ils ne savent pas, il n'y a pas de corde, comment on va faire, etc. Donc ça se vend pas très bien, sauf auprès de collectivités qui disent ah non, nous on est durable, on est vert, on est tout ça, donc on achète des voitures électriques. Bon. Et quand on regarde encore cet objet de transport, on se dit mais c'est quand même étrange, on continue à privilégier le tout-voiture, qui par ailleurs pose plein de problèmes, je vais venir au vélo après, mais qui pose plein de problèmes, qui pose un problème d'abord, je pense que ça a échappé à personne ici, cette histoire de CO2 qui revient tout le temps, et la question de la voiture électrique ne règle pas tout, parce que ces voitures électriques, il faut les construire, il faudra les détruire, donc finalement, elles vont émettre autant de CO2 avant et après. Il y a cette question évidemment de la pollution, il y a une question qui reste celle de la congestion, du temps perdu dans les embouteillages, qui est une catastrophe, et je pense que ici on connaît bien le sujet. Il y a bien sûr le coût de tout ça, c'est-à-dire le coût pour la collectivité et puis le coût pour chaque individu. Et puis il y a cette aberration qui consiste à construire, promouvoir, vendre, survendre des objets qui sont constitués de produits et de métaux notamment qui viennent du monde entier et qui vont servir 4% du temps. Alors ça c'est quand même bizarre, et qui vont servir généralement à une seule personne 4% du temps. Et donc là aussi, quand on regarde tout ça, on se dit mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'optimiser tout ça? Je pense que là encore, quand on connaît les bouchons sur l'autoroute ici, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on fait plusieurs dans une voiture, ne serait-ce que ça, ou pourquoi est-ce qu'on ne part pas à des heures différentes, pourquoi on ne se déplace pas autrement? Donc cette question des transports, c'est pas seulement des petites anecdotes de tous les jours, c'est aussi fondamentalement des choix politiques. Alors maintenant, il est là, ce livre. Bon, je vais vous lire un petit morceau pour vous montrer que voilà, c'est pas juste un truc un peu technique, mais bon. Voilà, mon corps m'appartient. Malgré le brouhaha général et la mauvaise insonorisation, le cri est suffisamment tonitruant pour que les conversations s'interrompent immédiatement. Tout le monde se tourne vers le quinquagénaire joufflu, aux cheveux gris, blazer marine, chemisette rose et cravate canarie qui vient de lutter. L'homme, un cousin par alliance de la mariée, ne ressemble pourtant pas à ces féministes scandalisées par le refus de certains médecins de pratiquer l'avortement. Le voici qui s'énerve de nouveau. Jamais vous me ferez monter sur un vélo, jamais. Vous m'entendez? Je fais ce que je veux de mon corps. S'étrangle dans un étrange silence le vidame rouge de colère.
Le repas de noces avait pourtant bien commencé. Autour des médaillons de foie gras et d'échalotes confites, on parlait des petits tracas de la route de tous les jours, des nouveaux radars, de la grève des bus de l'an dernier, des difficultés de stationnement, de l'augmentation du diesel, la routine quoi. Les convives qui se connaissaient mal avaient arbitré entre les deux méthodes infaillibles qui servent en société à briser la glace sans briser les tabous, parler du temps qu'il fait ou divaguer sur les transports quotidiens. Comme il faisait beau mais sans canicule, ils avaient choisi la deuxième option. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'une jeune femme habillée d'une robe vert pomme, une amie du frère du mari, raconte ses trajets quotidiens sur son vélo. Le débat s'était alors focalisé sur ce moyen de transport et la conversation avait perdu son caractère anodin. Les arguments avaient été sous-pesés, le ton était monté, les anathèmes avaient fleuri en même temps que les stéréotypes. Les convives s'étaient surpris à révéler si tôt dans la soirée leurs opinions politiques. Certains étaient même venus parler d'argent. Jusqu'au coup d'éclat du cousin à cravate jaune, il a cassé l'ambiance maintenant. Ses mollets lui appartiennent, soit. Personne ne s'arroge le droit de lui contester désormais. Les noceurs ont battu en retraite d'un commun accord et avec un soulagement perceptible à l'attaque des époux, dont témoins avaient suivi l'affaire de près. On abandonne le sujet vélo et on se met à parler finalement d'un sujet beaucoup plus consensuel, le mariage gay. Donc effectivement, essayez de parler vélo autour de vous, ça donne des résultats assez drôles. Et pourquoi j'ai voulu faire ce bouquin? Donc effectivement, j'ai ce blog maintenant depuis 3 ans. Un des premiers papiers que j'avais fait d'ailleurs, c'était sur les bouchons de l'autoroute là, et du covoiturage possible, mais qui n'est jamais venu pour le moment. Et en fait, à force d'étudier ces sujets de transport, comme je vous ai dit, j'ai constaté que souvent les solutions les plus complexes étaient avancées, plus chères, et voilà, on va tout régler, tout réglementer parfois aussi, etc. Et puis il y a cet objet, qui est là, en plus devant nous, là, c'est pas toujours le cas, mais là, il y en a un, qui est simple à utiliser, qui est transparent, on voit tout le mécanisme, là, c'est très simple. Et donc ce moyen de transport-là, il est complètement sous-utilisé. Il est complètement sous-utilisé en ville, il est complètement sous-utilisé dans les villages, dans les bourgades, dans les zones périurbaines, il est complètement sous-utilisé absolument partout. Il pourrait être, il y a des pays autour, c'est pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire en France, ah oui, mais non, mais on ne peut pas, et donc les objections, elles sont extrêmement nombreuses, mais en même temps, il y a des endroits autour de nous, pas très loin d'ici, dans le nord de l'Italie par exemple, où il y a beaucoup plus de vélos qu'il y a en France. À Bologne, à Ferrare, à Parme, il y a entre 10 et 30% de déplacements qui sont à vélo. Dans les villes suisses, dans les villes autrichiennes, allemandes, espagnoles un peu, mais bien sûr néerlandaises, mais comme danoises, mais aussi polonaises. En ce moment, il y a des villes de Pologne, à Cracovie, à Gdańsk, à Wrocław, il y a beaucoup de gens qui se mettent au vélo en ce moment, probablement parce qu'ils ont un rapport à la voiture qui est beaucoup plus récent, et donc du coup, il y a une sorte on se dit après tout, c'est pas forcément indispensable, donc on se met au vélo, donc en ce moment, c'est en train de monter beaucoup. Et donc la question, c'est pourquoi, en fait. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que ce moyen de transport est si peu utilisé, alors évidemment, je connais toutes les objections, hein, mais en fait, évidemment, on ne peut pas transporter un frigo sur un vélo, en tout cas, voilà, mais bon, tout le monde ne transporte pas un frigo tous les jours, enfin, il y en a peut-être quelques-uns, mais à part cela, en fait, on peut se déplacer à vélo assez facilement. Et donc voilà, donc le vélo, il pourrait être davantage utilisé, et il n'est pas, et je me suis là encore posé cette question, et j'ai eu la réponse assez facilement, bien sûr, par toutes les discussions qu'on peut avoir les uns avec les autres dans le secteur des transports, mais aussi en regardant tout simplement les objections sur mon blog à chaque fois que je fais un article sur le vélo. Il y a une objection qui est très forte, qui n'est d'ailleurs pas tellement sur les commentaires du blog, mais qui est en fait beaucoup plus forte qu'on l'imagine aujourd'hui, qui est le vélo. Ben non, c'est un truc de polo, c'est un truc pour les pauvres, c'est pas pour moi. Alors moi, moi je suis quelqu'un de bien, j'ai une voiture ou j'ai une moto éventuellement, mais le vélo, ben non. Et puis, cette objection est très forte, hein, elle reste forte, notamment, moins dans les villes aujourd'hui, mais dans des quartiers populaires, à la campagne, dans un certain nombre de zones plus extérieures des villes. C'est quelque chose d'extrêmement qui reste fort chez les jeunes, notamment aussi. Et puis, il y a une autre objection qui vient souvent, c'est le vélo, ah ben non, c'est pour les bobos. Donc ça, c'est l'inverse. Donc il y a des gens qui vous disent, ah ben non, mais les pauvres, ils n'ont pas les moyens de se déplacer à vélo. Bon, parce qu'ils doivent absolument se déplacer en voiture. Et donc, c'est assez curieux, c'est quelque chose qui revient sans arrêt dans les discussions, c'est bobo
Alors, souvent, il y a des gens qui ont inventé, c'est bobo, écolo, khmer, vert, ayatollah, donc tout ça mélangé. Et puis, c'est quel bande de crétins, etc. Et ça veut juste dire, en fait, ben, le vélo, c'est pas pour moi. Moi, voilà, je suis quelqu'un d'autre, je ne veux pas céder à la mode, etc. En fait, ce qui se passe, en regardant ce sujet vélo, je me suis aperçu que chacun d'entre nous pouvait avoir un rapport à cet objet qui est assez particulier, qui est presque intime, c'est-à-dire qu'on a 95% des gens en France savent faire du vélo, mais on a appris petit, on a continué ou pas, on a arrêté, parfois c'était une contrainte, parfois c'était pénible, parfois c'était un plaisir, mais bon, ça dépendait des situations. Et puis du coup, il y a ce rapport au vélo qui reste. Alors il y a des gens qui ont retenu le côté plaisir, et je vous assure, je pense que tous les gens qui se déplacent à vélo savent que c'est un grand plaisir de se déplacer à vélo la plupart des cas. On est même étonné des fois. Des fois, on prend le vélo sous la pluie, on se dit oh là là, ça va être. En fait, non, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'on avance vite, parce qu'il n'y a pas du coup, comme il pleut, il n'y a pas tellement de monde, donc c'est super. Et en fait, j'ai été surpris moi-même à plusieurs reprises de trouver finalement extrêmement agréable un trajet que je pensais d'avance plutôt pénible. Donc il y a ce plaisir-là, mais beaucoup de gens ne retiennent pas la notion de plaisir, ils retiennent juste soit la contrainte, soit la difficulté. Alors très vite, alors je comprends ici, évidemment, mais bon, très vite on vous dit ah, vous êtes à vélo, quel courage. Non, c'est pas. Quand c'est plat et qu'il n'y a pas de vent et que non, il ne faut pas être courageux, il suffit de mettre un pied devant l'autre et puis exactement comme un pied, sauf qu'il y a des pédales en dessous, donc ça va qu'elle fois plus vite. Mais il y a toute une série d'images qui sont liées à cet objet, et en fait, il peut rendre plein de services, et je voudrais prendre des exemples, pas seulement dans les villes, parce qu'évidemment à Grenoble, ça semble une évidence, et c'est plat, et puis il y a des aménagements, il y a une réflexion, il y a une politique cyclable depuis longtemps, et puis en plus maintenant il y a un maire qui circule à vélo, et puis en plus il a un plan cyclable assez précis, il veut faire des autoroutes cyclables, etc., etc., donc très bien. Mais dans un peu plus loin, ici par exemple, ou à la montagne aussi, ça peut rendre des services. Dans les villages, dans les bourgades aujourd'hui, on peut tout à fait avoir pour faire 400 mètres, 800 mètres, 2 km, on peut tout à fait avoir des déplacements à vélo pour aller faire les courses, pour aller voir des gens, pour aller faire une activité associative ou une activité à la bibliothèque par exemple. Ça peut tout à fait rendre ce service-là, et c'est plutôt bon en plus de ça pour l'animation de la commune. Pourquoi, tous les matins, je me dis, et des fois je suis dedans, pourquoi on prend sa bagnole et on est tous dans les embouteillages, dans cette espèce de truc qui s'agglutine, on perd son temps, on perd de l'argent, enfin, c'est idiot, on n'a pas de lien, on n'a que la radio. Et voilà, comment arriver à concilier, sachant qu'en infrastructure c'est difficile d'arriver à faire en sorte que moi c'est mon rêve, enfin quand on avait discuté avec Bertrand, mon rêve c'est que les gens soient en embouteillage avec la voiture, et puis que nous on passe en bus et on dit tu vois ça va plus vite quoi. Et en plus ça coûte moins cher, donc toi t'es là, t'es coincé, c'est idiot quoi. Donc comment arriver à concilier tout ça, sachant que c'est complexe quand même. C'est marrant parce que en fait, vous avez commencé par dire la voiture c'est la liberté. Après vous avez défini cette liberté on est dans des bouchons, on parle à personne, on est avec la radio seulement, c'est ça la liberté. Donc en fait c'est l'illusion de la liberté. Et en fait tant qu'effectivement il y aura cette illusion de liberté qui correspond par contre à la réalité, quand à certains moments, et d'ailleurs qui ne sont parfois pas définissables, à certains moments c'est la liberté. On est très étonné, il n'y a pas de bouchon aujourd'hui. Ou à ce tour-là, il n'y en a pas. Bon, là c'est la liberté. Mais malheureusement, on a cette image-là parce qu'effectivement c'est simple, on est chez soi, on monte dedans, on fait ça, et puis on avance, on fait ça, et puis hop, ça y est, c'est parti. Et s'il n'y a pas d'obstacle, c'est-à-dire en fait d'autres voitures, en général, c'est ça les obstacles, on peut aller exactement là où on veut. Alors là où ça devient problématique, c'est quand il y a une densité forte, notamment, et donc du coup là ça devient complètement idiot, effectivement. Et là en l'occurrence, je pense que pour l'autoroute, la question elle est assez simple. En fait, ce que vous avez décrit, c'est la solution est extrêmement simple. Je crois qu'il y a 2 voies sur cette autoroute. Voilà. Il y en a une pour le covoiturage et les bus, et puis les autres pour les voitures. Donc le premier jour, il y aura des embouteillages encore plus forts.
Et puis il y aura des bus qui passeront, qui aujourd'hui sont vides, il y en a des tas de bus dans Quasimodo. À chaque fois que je viens, à chaque fois je vois des bus vides. Et alors ça dépend à quelle heure, enfin souvent quand même. Et donc là, il y aurait des bus qui passeraient et qui seraient du coup pleins. Et puis il y aurait le covoiturage qui existe déjà. Et là, avec cette voie réservée, effectivement, dans un premier temps, ce serait pénible. Ce qui se passe en fait avec l'histoire de voiture, c'est pas pour punir, il ne s'agit pas de dire aux automobilistes vous êtes méchants et on va vous punir. C'est simplement, comme il y a cette illusion de liberté précisément, et que tout le monde l'a, et à chaque fois qu'on prend la voiture, on se dit ah oui, mais ça va être simple, je vais y arriver, mais cette fois-ci, ou alors on verra bien, et j'espère. Alors il y a des gens qui font des petites prières, qui espèrent qu'il n'y aura pas de bouchons et qui vont. Bon. Et en fait, comme il y a cette illusion, du coup, c'est le réflexe. La seule chose qui marche en réalité pour développer les transports en commun et tout le reste, en réalité, qu'on le veuille ou non, parce que c'est la contrainte. Alors c'est la contrainte parfois politique, mais parfois c'est la contrainte extérieure, la contrainte tout simplement de la densité. Évidemment, dans des villes comme Paris, ou comme Grenoble, ou comme l'extrême centre des grandes villes, évidemment là il y a une telle contrainte de densité, et puis le stationnement il est payant, il n'est pas très cher mais il est payant, donc du coup, inévitablement, les gens se posent la question avant. Mais quand il n'y a pas cette contrainte-là, tout simplement parce qu'il y a moins de monde, c'est vraiment une question de nombre de gens sur l'espace, hein. C'est vraiment une histoire de mathématiques et géographique de densité. À ce moment-là, on se dit, on va saisir la liberté. Voilà. Donc en fait, nous on s'est battu un peu sur ce qui est de supprimer des bus à la terrasse, etc., des express. Et en réfléchissant avec mes copains de bus, là, mes collègues de bus, comme je les appelle, je me disais, mais finalement, on a toujours ce système politique, c'est-à-dire sur les 150 millions d'euros qu'on dépense au niveau du Conseil général sur les transports, on a toujours cette logique qui me paraît absurde. C'est-à-dire qu'on attend, on part de la ville, on densifie la ville, et on attend que ça se densifie avant de dire, tiens, il faudrait rajouter des lignes. Et moi, j'aurais tendance à faire le contraire. C'est-à-dire que si on fait un aménagement du territoire, on dit, mais il faut aller chercher les gens où ils sont, on l'a vu avec les TGV, en fait, il faut aller chercher les gens plus loin pour les ramener, les transporter. Et non pas le contraire, en attendant que ça sature pour essayer de désaturer, sachant qu'à chaque fois, c'est difficile. Et ça, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. En fait, c'est pas comparable avec le TGV. Le TGV a un avantage énorme, c'est qu'il est rapide par rapport à la voiture individuelle. C'est pas le cas du TER. Donc il faut aller à la gare d'abord. Et ça, c'est un obstacle. C'est-à-dire qu'effectivement, on préfère se mettre dans son salon roulant, avancer et aller au point d'arrivée. C'est tellement plus simple. Évidemment, comme tout le monde le fait, ça pose des problèmes. Mais sinon, ça reste simple. Donc est-ce qu'il faut commencer par l'un ou par l'autre? En fait, les deux à la fois, ça dépend, mais de toute façon, tant qu'il n'y aura pas d'impression de la part de l'usager ou du voyageur que s'il prend sa voiture, ça va être compliqué, ça ne sera pas possible, il ne le fera pas. Il y a plein d'exemples comme ça. Alors, les endroits où il y a eu des basculements, c'est évidemment les villes denses, c'est clair, et puis c'est des villes où il y a des restrictions, pour X raisons, qui peuvent être temporaires. Le jour où il neige, effectivement, il y a beaucoup moins de gens dans les voitures. Ici, probablement davantage qu'ailleurs, mais quand il neige à Paris, imaginez, voilà, ou en Normandie, à ce moment-là, il n'y a plus personne dans les voitures. Mais pas, simplement, là, il y a un obstacle. Du coup, les gens ne le font plus. Donc, je ne dis pas qu'il faut qu'il neige tous les jours, je ne dis pas qu'il faut. Mais simplement, c'est un constat. Donc, la contrainte, alors elle peut être plus ou moins encouragée, mais tant qu'on dit, non, il ne faut surtout pas de contrainte, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde, etc. La place pour tout le monde, tout le monde va choisir le truc le plus simple. C'est aussi ce qui explique le développement du vélo, au passage. Dans les villes, du coup, le truc le plus simple, ça devient le vélo, parce que là, ça présente le même avantage, ça va à la même vitesse, et en plus, ça prend moins de place. Donc, tu parlais d'aménagement du territoire. Le SCOT, il y a plusieurs, les PLU, plusieurs documents d'urbanisme, et notamment le SCOT, qui va encourager beaucoup à la densification autour des gares, etc., de façon à ce que, justement, autour des lieux où il y a déjà des transports en commun, il puisse y avoir la densification de population, etc. Par contre, quand on voit tout le chapitre transport dans le SCOT qui est traité vraiment en 5e, 6e partie, on est bien d'accord qu'on ne part pas du transport avant de parler d'urbanisation.
Et c'est vrai que du coup, c'est un angle qui est intéressant. Peut-être ce qu'il faudrait rajouter, c'est que dans notre vallée, ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est de repenser l'activité. C'est qu'il y a quand même beaucoup d'activités où les gens vont se déplacer sur Grenoble. Parfois, c'est nécessaire. Hein. Il y a quand même beaucoup d'activités qu'on pourrait aussi redéplacer sur le Crédit Vaudan. Et que voilà, il y a de plus en plus de réflexions sur des plateformes de travail. Je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Et qu'il y a aussi des gens qui repensent leur activité différemment et pour petit à petit transformer leur projet professionnel pour se dire, bon ben voilà, est-ce que c'est normal que je passe un tiers de mon temps dans la voiture sur mon temps de travail global. Juste pour compléter ce que vous disiez, pour les adresses, que je voulais dire à Olivier, les adresses, il y a eu un appel à projet de la communauté des communes et donc les adresses ont répondu à ce projet. La question qu'on se posait, c'est que les adresses qu'ils veulent faire, de les mettre en prêt pendant un mois ou deux. La question qu'on se posait, est-ce que mettre en prêt pendant un mois un vélo électrique, est-ce que c'est suffisant pour éventuellement l'adopter? En fait, c'est 4 mois, je crois. Oui, mais alors, ils ne savaient pas trop comment. Ouais. Il y avait une discussion pour savoir combien de temps on les mettait à disposition, parce que si on les met 4 mois, ça veut dire qu'il faut plus de vélos ou avoir une durée de prêt plus longue. Et louer les vélos électriques de cette qualité, c'est relativement cher. Voilà. Je vais juste faire un commentaire en passant. Dans le Crédit Vaudan, la part modale du bus a augmenté, donc la part de la voiture a diminué, on va dire, mais finalement pas la part du vélo. C'est-à-dire que les gens étaient prêts à lâcher leur voiture quelque part, mais pas forcément pour aller sur le vélo. Et je pense qu'en effet, il y a un vrai obstacle en fait, par rapport au vélo, par rapport au fait que souvent c'est pas commode, les gens n'ont pas forcément le vélo à portée de main, on va dire, ils sortent pas de chez eux, ils montent dans leur voiture, ça c'est facile. Par contre, sortir le vélo pour s'en servir, c'est des fois plus dur en fait, quoi, suivant comment les gens ont organisé leur vie. Et tant qu'il n'y a pas de déplacements réguliers à vélo, ben, le vélo n'est pas forcément pratique en fait. Et il y a des tas de petits obstacles comme ça, qui fait que les gens ne pensent pas au vélo. Personnellement, je vais en vélo à Grenoble, je mets le même temps en bus ou en vélo en fait. C'est pas différent. Porte à porte. Bien sûr, parce que le bus, il faut y aller à l'avance, il faut l'attendre. Je ne m'amène pas à l'endroit où je vais, en fait, après, il faut que je remarche. Je mets 45 minutes en bus, tout compris, de porte à porte, et en vélo, je mets 45 minutes. Mais en vélo électrique, mon temps est même supérieur à un vélo électrique. En vélo électrique, je mettrais moins de temps. Je ne peux pas pédaler en vitesse moyenne à la vitesse que m'amène un vélo électrique. Donc, c'est-à-dire que sur des vélos électriques, même sur Grenoble, et je prends vraiment un exemple qui est loin pour frapper les esprits, et bien, les temps de trajet en fait ne sont pas très différents entre les transports en commun et le vélo. Alors bien sûr à l'échelle de la commune de Crolles, parce qu'on est sur Crolles, bien sûr tout ici en vélo est en 5 à 10 minutes, en transport en commun on n'a aucune chance, c'est clair. Une petite remarque là, parmi les arguments qui pourraient pousser à l'utilisation du transport en commun, ben, l'argument économique vis-à-vis de l'usager. On n'en a pas du tout parlé, mais est-ce que, par exemple, prendre un abonnement pour aller à Grenoble, voilà, c'est pas cher comparé à l'usage de la voiture, au péage, à l'essence, à l'assurance et tout ça. Oui, il y a plein d'autres choses. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Moi, je n'ai pas encore le courage de reprendre le vélo, ça vient en tête. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est je suis une très fidèle. Je prends souvent le bus, le 36R, donc il va peut-être disparaître, donc on en parlera dans nos programmes, n'est-ce pas? Mais ce que je vois, quand je pense cette ligne de bus de 6200 Alvar-Grenoble, au même endroit, je crois que c'est à la Pierre, il y a une jeune femme qui régulièrement le prend, mais à son vélo. Elle vient en vélo, elle met son vélo dans la soute, et à un certain endroit, elle descend, elle reprend son vélo. Je trouve ça, c'est pas mal. Ça se fait aussi, moi qui ai beaucoup fréquenté les gares actuellement, il y a quand même beaucoup de gens à vélo qui montent dans le train avec leur vélo aussi. Donc c'est après, comment on gère ça, je ne sais pas trop, puisque moi je n'ai pas repris le vélo, donc je ne peux pas en parler en connaissance de cause personnelle. On est freiné. Moi, le premier, à la rigueur, j'ai freiné mon fils qui voulait aller au vélo au collège. Je
Je lui dis, mais attends, il faut que tu puisses y aller en toute sécurité, il faut que tu sois équipé, qu'est-ce que tu vas faire ton casque? Est-ce qu'au collège il y a des antivols? Est-ce que tu vas pas perdre la clé? Et donc moi-même je l'ai freiné. C'est dommage, parce que c'est peut-être la première occasion, c'est d'aller au collège. Oui. Mais il faut que ça soit en toute sécurité. Alors j'ai fait un séjour aux Pays-Bas, quand j'étais plus jeune, et j'ai passé un week-end à Amsterdam avec ma femme. Et là-bas, on ne se pose pas de questions sur le vélo. Il y a de quoi garer des vélos partout. La gare d'Amsterdam, c'est impressionnant le nombre de vélos qu'il y a devant. Il n'y a pas de problème de vol. Et c'est bien fait parce que... Il y a plein de problèmes de vol. Il y a plein de problèmes de vol. En tout cas, il y a énormément de vélos devant la gare, c'est impressionnant. Et on ne se pose pas de questions sur l'entretien parce que vous allez à la gare, sous la gare d'Amsterdam, c'est qu'un hall, c'est un hall de réparation de vélos, de stockage, de réparation. Vous arrivez à la gare, vous dites tiens, j'ai un problème de frein. Et puis le soir, votre vélo il est prêt, il est réparé. Vous allez dans tous les commerces, dans tous les villes, il y a toujours des endroits où le mettre. Et du coup, là, on ne pose pas de questions, en fait. Et j'ai travaillé un petit peu là-bas. J'ai trouvé ça génial, c'est que ils construisent une gare. Au début, il n'y a personne. On se dit, tiens, il y a une gare. Après, ils construisent des bureaux. Donc, des gens viennent en transport directement, puisqu'en fait, la gare est au milieu des bureaux. Alors qu'à Giers, à Giers, j'ai mon exemple de Giers parce que je travaille à Saint-Martin-d'Air. Vous arrivez à Giers, ça dépend où vous êtes dans la zone de Saint-Martin-d'Air, hein. Vous pouvez être assez loin. Alors il y a quand même un tramway pour aller en ville. Et l'aberration que je trouve aujourd'hui importante et non réfléchie, c'est qu'ils fabriquent un Ikea. Il n'y a pas de moyen de transport à part le bus. Et tout le monde n'achète pas des meubles à Ikea ou des trucs comme ça. Il y a des promenades le dimanche. Mais tout le monde est en voiture à Ikea parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. C'est pas pour la pub pour Ikea. Alors, en fait, c'est très intéressant. On veut être en sécurité. Donc, le long d'une route départementale limitée à 90, où la plupart des automobilistes roulent à 120, on ne se sent pas du tout en sécurité. Pour passer un pont sur Isère, c'est assez compliqué, il y a des rétrécissements, etc. Donc du coup, la chose à faire, c'est des aménagements à ces endroits-là. Alors dans les villes, dans Kroll, à Berlin aussi, c'est abaisser la vitesse. À Berlin, à 30, je crois, là oui. Et puis, par contre, à la campagne, c'est effectivement des aménagements, mais ça veut dire que pour les personnes qui sont en voiture, ça sera plus compliqué. Les personnes qui sont en voiture et qui étaient 10 minutes jusqu'à présent mettront sans doute 15 parce qu'il y aura des aménagements cyclables, qu'il faudra faire attention au vélo, etc. Donc il y a des choix à faire. Bon. Autre chose à propos des vols, effectivement, en fait, à Amsterdam, les gens ils sont absolument comme partout, c'est-à-dire qu'ils veulent plus de simplicité. Il y a en effet, en dessous des gares, partout, des tas de parkings sécurisés et payants, parce qu'on considère qu'être près de la gare, c'est une opportunité, donc c'est un prix, c'est un coût, et ça coûte en fait en général 1 euro par jour, ça dépend des endroits, mais enfin, ça peut coûter jusqu'à 1 euro par jour. Et du coup, quand on décide que non, on va se passer de ça, on va le mettre devant la gare n'importe où, là oui, en effet, il y a davantage de vols. Et puis il y a aussi, comme partout, des gens qui n'ont pas un bon antivol, donc, parce qu'ils sont juste de passage dans la ville, etc. Donc il y a tout cet aspect-là, mais donc les gens sont à peu près les mêmes comportements partout, sauf qu'on peut encourager ceux qui le souhaitent à effectivement avoir, comme je l'ai vu d'ailleurs en Pontcharrat tout à l'heure, un parking sécurisé à vélo, et pas très plein. Il y en a à Dijon aussi, qui sont beaucoup plus pleins, ceux-là, et dans lesquels près de la gare. Au-dessus de la gare. Oui, au-dessus de la gare. Alors, sinon, j'ai noté quoi d'autre dans les choses qui ont été dites, à propos des... à propos du vélo, effectivement, du bus, c'est effectivement, je disais, je prends le vélo, oui, cette jeune femme qui met son vélo dans le bus, c'est possible, je crois que quand Xavier a tracté l'autre jour, il m'a dit, en fait, on a rencontré quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui est ici, là, si. C'était à Pontcharrat, et quelqu'un qui dit, vas-y, dis-le. Apparemment, ils sont pas là ce soir, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé qu'ils s'expriment. En fait, tous les courageux qui viennent en cap, près des gares le matin à 6 h. Ils sont pas tous courageux. En fait, c'est vrai qu'ils sont, pour avoir parlé un petit peu avec eux, certains rencontrent des vraies difficultés, par exemple pour simplement mettre leur vélo client dans le bus. Il y avait notamment un jeune homme en fait de la Bussière, je crois, en fait, qui voulait arriver à Pontcharrat, et il a beau acheter en fait le vélo client
et avec la chaîne sous forme de courroie, etc., qui ne blesse personne. En fait, il a des remarques du chauffeur qui lui disent attention, c'est dangereux, vous allez blesser quelqu'un, etc. Et il ne le met pas dans la soute? Et en fait, il le garde, c'est vraiment un ultra filon. En fait, il peut le garder avec lui. Mais effectivement, c'est compliqué pour des personnes qui changent effectivement de vélo à vélo jusqu'à leur bus, puis après de prendre le train. En fait, il y a des vélos, celui-là il est pliant, mais il y a des vélos pliants qui sont beaucoup plus compacts quand ils sont pliés. Et ceux-là, on peut les emporter partout. J'ai un copain qui se déplace comme ça, et donc il prend parfois le train, l'avion avec le vélo pliant, et même il y a même une remorque qui plie aussi, mais on lui fait des remarques régulièrement, et parce qu'il n'y a pas de connaissance. C'est-à-dire que le chauffeur de bus, en l'occurrence, personne lui a dit qu'en fait, on lui a dit qu'il ne fallait pas mettre un vélo dans le bus, donc quand il voit un vélo pliant, il pense à vélo, et puis il se dit quand même, comme ça je vais un peu montrer mon autorité, et puis c'est tout. Et personne ne lui a dit qu'en fait un vélo pliant, ça gênait personne. Xavier, c'est pas courageux de prendre son vélo le matin. Ça dépend. Effectivement, s'ils font 10 km sous la pluie le jour où tu les as vus, il pleuvait, ils avaient le cap. Mais s'il vient du village d'à côté, qui est à même 600 mètres, et que c'est en fait beaucoup plus simple pour lui et qu'il va mettre 4 minutes pour aller à la gare, il ne faut pas être courageux du tout pour faire ça. Voilà. Je sais pas, il y a plein d'autres questions sur le vélo, mais je crois qu'il y a d'autres. Alors on peut sortir du thème du vélo, parce que l'idée c'est d'avoir une réflexion plus large sur l'ensemble des modes de déplacement dans la vallée. Donc Olivier peut aussi répondre, là il est venu pour parler plus des vélos, mais voilà, à travers ses expériences et les échanges qu'il a sur son blog, il parle de TER tous les jours, transport collectif, bus, donc voilà, on peut enchaîner sur les problématiques d'autres modes de déplacement dans la vallée. Donc, pour le déplacement dans la vallée, là on a parlé tout à l'heure d'une voie spéciale pour les bus sur l'autoroute. Donc il y a 2 voies sur l'autoroute pendant un certain temps, après il y en a une troisième. Bon, est-ce qu'on a simulé d'une façon assez précise ce qui se passerait si on décidait de faire ça, et les freins à ça aujourd'hui, institutionnellement, législativement, c'est quoi? Alors, en fait, je ne sais pas s'il y a une simulation en l'occurrence pour la vallée ici. À chaque fois qu'on l'a fait, le résultat il est immédiat. Hein. Effectivement, les gens, ça existe à peu d'endroits en réalité, mais ça existe aux États-Unis. On l'a fait. En général, c'est quand il y a déjà 3 voies. Et donc, du coup, il y a une voie qui est neutralisée pour le covoiturage des bus. Et bon, du coup, les gens s'y mettent. Il faut qu'il y ait un système d'amende aussi. Alors, le système d'amende, c'est un peu compliqué. Il faut. Les amendes ne sont pas très élevées, donc en fait l'idéal ce serait qu'il y ait une amende extrêmement élevée, genre 500 €, et puis de temps en temps un contrôle. La première semaine un contrôle tous les jours, ensuite chaque semaine pendant un mois, et puis les gens qui sont en face, c'est terminé. Légalement en effet, ça, je ne sais pas exactement. Légalement effectivement il faudrait probablement prendre des dispositions, mais en même temps dans la fameuse loi récente de transition énergétique, il y a des dispositions concernant le covoiturage. On peut aller plus loin. C'est une question, par contre, effectivement, avec les conséquences, il y aurait probablement des gens qui râleraient énormément, parce qu'ils diraient quel scandale, quelle atteinte à notre liberté. Donc ça, immédiatement, il y aura cette chose-là. On pourrait aussi simplement essayer, une fois de temps en temps, et voir ce que ça donne. C'est déjà le cas. De temps en temps, il y a des journées sans voiture, on fait des choses comme ça. On peut très bien imaginer de faire ça le premier lundi du mois, par exemple. Il y a un système qui fonctionne quand même sur le Nord-Isère déjà. Oui, je sais, Voiron et Grenoble. Alors c'est un peu compliqué. A une retombée, vu que c'est pratiqué dans la région, sans aller chercher. C'est vrai, c'est souvent un exemple qui est cité dans tous les colloques, dans toute la France, partout où on va. Il y a Voiron, Grenoble. Bon, sauf que c'est effectivement la voie d'urgence, la voie d'arrêt d'urgence qui peut être réservée aux bus, à condition que les deux, je crois qu'il y a 2 voies là, soient toutes les 2 bloquées. Et d'un bout à l'autre, seulement. Parce que si elles ne sont pas bloquées seulement d'un bout à l'autre, légalement, c'est pas possible de faire passer pour des raisons que je ne connais pas, mais voilà. Donc c'est pas tout à fait. Alors c'est une voie, la voie d'arrêt d'urgence, donc c'est pas la neutralisation d'une voie, c'est une voie en plus, bon ok. On peut considérer qu'elle n'est pas forcément utile tout le temps, cette voie d'arrêt d'urgence. C'est un début, c'est vrai, mais on peut aller plus loin, largement aller plus loin, et décréter par exemple que c'est pas seulement à Marseille. Par exemple, en arrivant à Marseille, figurez-vous, d'Aix-en-Provence, il y a l'autoroute qui vient donc du nord, qui vient plein nord, et qui d'ailleurs a été en partie démolie récemment. On a absolument 1 km d'autoroute. Et dans la dernière partie de l'autoroute, les 2 derniers kilomètres seulement, là il y a une voie spéciale pour les bus.
et notamment les bus qui viennent d'Aix-en-Provence, sont beaucoup plus rapides que le TER, d'abord parce qu'ils sont plus rapides, parce que le TER s'arrête partout, et qu'en plus il est souvent en grève, etc. Le bus est beaucoup plus rapide, notamment parce qu'il y a cette voie seulement pour 2 km, qui lui permet de passer, et de passer devant tout le monde. Donc voilà. Oui, par rapport à la VSP, la voie spécialisée pour les bus à Borel, c'est quand même très contraignant. D'abord, aujourd'hui, elle n'est pas autorisée aux covoitureurs. Elle est réservée aux bus. Elle n'est ouverte qu'à partir du moment où la vitesse passe en dessous de 50 km/h. Et pour vous dire un peu la contrainte qu'il y a, un bus qui est engagé dans la voie ne peut pas sortir à un moment donné de cette voie. Il ne peut pas non plus y entrer, il ne peut y rentrer qu'au début et sortir à la fin. Ça veut dire que si par exemple la circulation est fluide et que le bus est déjà passé, il peut y avoir un copain qui passe plus vite à côté que lui, parce que lui en plus il a une limitation de vitesse dans la voie. Puisqu'il faut voir aussi, on dit que c'est la bande d'arrêt d'urgence. C'est pas tout à fait la bande d'arrêt d'urgence, puisque des bandes d'arrêt d'urgence ne sont pas faites pour accueillir les bus. Donc il y a quand même un travail de génie civil à faire, de renforcement, qui coûte à peu près entre 1,7 et 2 millions de kilomètres pour aménager cette voie. Alors on a eu accès aussi au temps d'ouverture de cette voie. Finalement, c'est vraiment l'hyperpointe des matins. C'est-à-dire, c'est parfois que 2 heures et encore, c'est parfois même moins. Le reste de la journée, la voie, elle ne sert pas. Elle ne sert pas. On a regardé en détail les comptages sur l'autoroute pour aller à Grenoble. On a comparé le mois de septembre et le mois de janvier au mois d'août de la même année. Et on a constaté la seule chose qui change dans le trafic entre un mois d'août où vous n'avez pas de bouchon et les autres mois qu'on a pris, septembre et janvier, la seule chose qui change, c'est l'heure de pointe du matin. On retrouve au mois d'août, le restant de la journée, le même trafic. Donc on s'est dit, si au mois d'août il n'y a pas de bouchon, quel est le différentiel entre la pointe de trafic du matin au mois d'août par rapport aux autres mois? Ce différentiel, il est de 10 à 15% au maximum à l'heure de pointe. Donc l'idée qu'on a dans le PDU du Crécy-Vaudan, c'est de travailler sur cette heure de pointe, alors sans éventuellement arriver, parce que c'est très compliqué. Il faut savoir qu'ici, on est sur l'autoroute, le péage fonctionne jusqu'à Mélan. Parce que c'est pas parce qu'on a payé à Crolles, pour les gens de Crolles, c'est soi-disant, c'est gratuit. Mais l'autoroute est toujours exploitée par AREA. Donc, il faut passer par AREA, il faut passer par les services de l'État, et ensuite, c'est très compliqué pour y arriver. Par contre, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est AREA de jouer le jeu. On sait très bien que si sur une autoroute, on roule moins vite, on occupe moins d'espace. Parce que plus on roule vite, plus les distances entre les voitures sont importantes. Donc une voiture qui roule vite déplace plus de vide qu'une voiture qui roule moins vite. Donc, mais bout à bout, en roulant, on a pu le voir, pas de manière théorique, mais de manière pratique avec les systèmes de comptage. On sait aujourd'hui que la vitesse optimale est autour de 70 km/h. Encore faut-il que l'ensemble des usagers respectent cette vitesse. Parce que si vous avez un comportement hétérogène, l'effet est totalement annulé. Alors ça, c'est une mesure. Après, je ne vais pas aller plus loin, il y a d'autres mesures. On a parlé tout à l'heure du télétravail. Ça veut dire qu'on peut aussi gagner sur les déplacements qu'on ne fait pas. Voilà, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va peut-être essayer de faire, si ça aboutit, contrairement à ce qu'on a déjà pu faire par ailleurs, c'est de tirer une ficelle, c'est de tirer plusieurs ficelles pour essayer de gagner ces 10 ou 15%. Et dans toutes ces ficelles, il y a aussi le covoiturage, et on pense aussi au niveau du Crécy-Vaudan à un système d'autostop, mais un autostop organisé, c'est-à-dire avec un kit et... parce que l'avantage de l'autostop organisé qui se pratique par ailleurs, je pense que la communauté urbaine de Toulouse le pratique actuellement, puisque c'est quelque chose qui a démarré à -5. L'avantage, c'est que souvent, quand on parle covoiturage, on dit « Ah oui, mais le matin, je pars avec Pierre, et le soir, Pierre n'est pas disponible, et Jean, je ne sais pas si je l'aurai, donc comment je rentre le soir ?» L'avantage du stop organisé avec un kit, moi, ce qui est très important dans cette affaire-là,
dans le partage. Parce qu'il y a deux manières de partager la voiture. C'est de partager la voiture. Par exemple, mon fils partage la voiture avec un ami. Ils ont une voiture à deux. C'est le partage de la voiture. Ou alors de partager les sièges libres dans la voiture. On dit toujours que les bus sont vides. Mais il y a plus de sièges libres dans les 30 000 voitures qui vont de Crolles tous les jours à Grenoble que dans les bus. Il y en a beaucoup plus, j'ai calculé. Et ça fait je ne sais plus, 50 ou je ne sais plus combien de bus. Ça fait énormément de bus. Donc, il y a des sièges libres, il y a un potentiel. Ça veut dire que les véhicules existent, les chauffeurs existent, les places existent. Il faut organiser, dans la mesure du possible, un partage des places. Alors, ce que je dis pour terminer mon propos, ce qui est central dans cette affaire-là, et ce qui n'a pas marché avec le Conseil général, il ne faut pas traiter ça de manière rationnelle et uniquement par la technique. Il faut créer un lien humain, il faut créer une espèce de lien de famille. Si je prends quelqu'un dans ma voiture, je fais de l'autostop, il a signé une charte, et je sais qu'il appartient à ma famille. Donc ce n'est pas un inconnu que je monte dans la voiture, c'est quelqu'un qui participe ce à quoi moi j'ai participé. Et ça, c'est très important. Moi, c'est sur les contraintes. Alors, l'entreprise avait très peur à ce que tout le monde bataille pour avoir une place de parking. Et donc, ils avaient élaboré un système très compliqué où on devait avoir 4 amis pour partager en fait une place. Et au bout de quelques temps, au niveau syndical, on leur a dit mais il y a de la place, apparemment, donc il y a d'autres modes qui ont été adoptés, et donc il ne devait pas y avoir de contrainte. Et effectivement, quand on a levé la contrainte, il n'y a eu aucun problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parking n'est pas plein complètement. Voilà. Mais effectivement, c'est à partir d'une contrainte forte. Enfin, je peux confirmer un petit peu en continuité de ce que tu viens de dire. J'étais lundi sur Lyon et donc j'ai fait le train et donc je suis passé par Pardieu et donc il y a une refonte complète de ce quartier. En fait, c'est un très gros projet immobilier et donc mon entreprise est concernée sur une échéance un petit peu longue à partir de 2018. Et donc l'échange auquel j'ai participé avec l'entreprise, le constat c'est que en fait au niveau des permis de construire, la ville de Lyon limite absolument les places de parking prévues sur les permis de construire. Ça fait partie du cahier des charges. Et donc il y a une volonté explicite de Lyon un petit peu, alors je ne sais pas comment c'était pour Athos, mais en tout cas, une volonté explicite de Lyon, par la contrainte, de limiter la circulation des voitures par les permis de construire et donc les places de parking prévues. C'est amusant ces histoires, parce qu'en fait, souvent, on imagine une surréaction des personnes concernées. Et en fait, quand il y a notamment des places de parking dans les entreprises, soit extérieures, soit à l'intérieur, en fait, beaucoup de ces places sont utilisées de manière un peu lâche. Donc il y a des gens qui en fait n'utilisent pas leur voiture au quotidien, mais seulement le week-end. Mais comme ils ont accès au parking régulièrement, ils stockent leur voiture tous les jours dans le parking de l'entreprise. Et puis, quand ils en ont besoin, ils vont la chercher, et voilà. Et donc, il y a beaucoup de... Alors, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'abus, mais en tout cas, il n'y a pas de réflexion là-dessus. Et quand on se met à réfléchir là-dessus, du coup, les gens, ils sont un peu gênés. Ils disent, bon, c'est vrai, je l'avais utilisé. Donc, du coup, finalement, on arrive comme ça à supprimer très, très vite beaucoup d'espace, parce qu'il y a tellement d'espace pour les voitures que c'est finalement assez facile d'en supprimer. Récemment, la communauté urbaine de Nantes, la Nantes Métropole, a décidé de mettre en place, faire une grande piste cyclable au bord de la Loire, dans le sens est-ouest. Ils ont décidé de supprimer 80 places de parking, de stationnement pour les voitures. Alors ils ont décidé ça courageusement de faire ça l'été, et en fait, il n'y a pas eu une seule protestation. Ils s'attendaient à ce que les gens protestent, à ce que les gens disent « Ah mais moi, ma voiture, je vais avec la gare et comment, etc. » Et en fait, pas du tout.
C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile qu'on l'imagine généralement. Alors, il se trouve que c'est au bord de la Loire, donc les gens, du coup, qui habitent là, en fait, ou qui ont leur bureau là, ont maintenant une vue sur la Loire beaucoup plus immédiate, alors qu'avant, ils avaient des voitures garées. Mais quand même, ça pouvait être leur voiture, et ils n'ont pas protesté, il n'y a pas eu de protestation. Donc, on croit généralement que c'est compliqué, mais en fait, ça l'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. À Strasbourg, ils peuvent facilement mettre des freins, ils ont des parkings train-tram qui sont très importants. Oui, mais de toute façon, quand on a cet objet qui est la voiture, comme on a cette idée, cette image de liberté, on croit que ça va être simple et rapide. Donc finalement, tant qu'on peut, c'est pas rationnel comme usage. C'est, moi je veux me garer là, le nombre de gens qui font le tour d'un parking pour essayer de trouver la place la plus proche possible de l'endroit où ils vont, alors qu'en fait ils pourraient se garer un peu loin et marcher à pied, ils gagneraient du temps, ils arrêteraient de faire le tour, ça sert à rien. C'est pas rationnel. Donc évidemment, c'est vrai qu'il y a des possibilités autres. Mais quand on est au volant de sa voiture, on ne les voit pas. C'est pas du tout comme ça qu'on réfléchit. Quand on est au volant de sa voiture, on veut se garer le plus vite possible, et puis c'est tout. Quand c'est pas possible, on ne le fait pas. Et puis on fera ailleurs où on se garera plus loin. Il y a vraiment une différence entre le comportement qu'on a et puis la réflexion plus générale, en fait. C'est assez marrant. Oui, sur la question de restriction de la voiture en ville, oui, on a parlé pas mal de péage urbain parfois. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux là-dessus? Et aussi la limitation de la circulation en cas de pollution, notamment ici, l'hiver, en inversion de température, c'est très insupportable. Donc, et aussi la question du vélo par rapport à la pollution de l'air, des fois c'est pas évident. Vous avez des questions toujours précises. Alors, je ne sais pas si je peux répondre très précisément à tout, hein, mais en fait, en cas de pic de pollution, en effet, ça devrait être immédiat et voilà. Et en même temps, à Paris, où il y a 37%, je crois, des foyers qui possèdent une voiture, et probablement seulement 10% qui l'utilisent tous les jours, eh ben, il a fallu plusieurs jours de pic de pollution en mars 2014, juste avant les élections municipales, pour que le maire décide de limiter, de faire la circulation alternée. Et il y a eu un nouveau pic de pollution depuis, et la maire n'a pas fait donc il y a une réticence énorme, à mon avis, qui ne se justifie pas du tout, mais systématiquement, il y a une réticence à faire ça. Et effectivement, on pourrait dire, il y a des calculs qui sont faits, on pourrait dire, comment on appelle ça, température inversée de température, ça fait plus chaud en haut qu'en bas, c'est ça? Oui. Et ben, on peut dire, à chaque fois que c'est comme ça, c'est dramatique, voilà, ça fait tant de... et puis on prend une mesure d'office, c'est vraiment un courage politique. Après, c'était quoi les questions? C'est les péages urbains. Il y a pas mal de villes en Europe où il y a des péages urbains, beaucoup plus qu'on l'imagine. Bien sûr, tout le monde pense à Londres, il y en a aussi à Stockholm, il y a aussi dans les villes italiennes un système assez particulier qui consiste à en fait fermer les centres des villes aux voitures des non-résidents. Donc les résidents peuvent utiliser leur voiture, les taxis bien sûr aussi, les bus aussi, mais tous les non-résidents ne peuvent pas l'utiliser. Donc du coup, il y a des voitures en ville qui vont d'ailleurs plutôt vite quand même. Mais comme il y a quand même toute cette restriction et que du coup il y a plein de gens à pied parce qu'il y a quand même plutôt moins de voitures, il y a aussi beaucoup de vélos. Donc c'est assez amusant à voir, c'est une conséquence en fait de la restriction. Moi je dois dire que je ne suis pas très pour le péage urbain. J'ai un peu changé d'avis pour le premier bouquin qu'on avait fait, on avait fait tout un chapitre là-dessus. Mais je crois plutôt à une restriction générale, à une limitation, pas une restriction, une limitation générale de la vitesse dans les zones denses, pas sur les autoroutes nécessairement, enfin, ça dépend, mais bon, pas nécessairement sur les grands axes, mais vraiment dans les zones où les gens vivent, c'est-à-dire ville ou village, ou bourgade, etc. Et de façon à ce qu'on se pose là encore la question de l'usage. C'est-à-dire qu'effectivement, tant qu'il n'y a pas de restriction, les gens disent ah ben non, il y a trop de bruit dans ma rue. Et puis quand on leur dit, dans ce cas, il faudrait rouler à 30, ah ben non, mais moi je voudrais rouler à 30 dans ma rue, mais même pas que je roule à 30 dans les rues des voisins. Bon, et donc du coup, non, je pense que je suis plutôt favorable à ça, plutôt qu'à un péage urbain qui en fait a un double effet, c'est-à-dire bien sûr il y a cette histoire en gros, vous pouvez avoir les moyens, donc allez-y, si vous ne les avez pas, vous restez dehors, et en plus, aucune autre mesure de limitation, ni de la vitesse, ni de la place, n'est possible en dehors du périmètre. Du coup, on dit, puisqu'il y a déjà le péage urbain, tous ceux qui sont en dehors du péage urbain, finalement, on laisse un peu l'anarchie se faire. Et en plus, les gens tournent autour du péage urbain. Donc voilà, je suis pas... mais bon, en effet, ça a des effets dans une ville. Après, il y a des péages urbains de facto, quand effectivement, il est compliqué, le
péage urbain le plus efficace, en réalité, c'est l'augmentation du prix du stationnement. Ça, c'est une forme de péage urbain, et ça, on peut le faire partout, on ne peut pas seulement dans les personnes. Je ne sais pas s'il y a, oui, la question de la pollution et du vélo. En réalité, contrairement à ce qu'on imagine encore, on respire davantage de particules fines dans l'habitacle de la voiture que quand on est sur un vélo. Alors évidemment, les jours où il y a vraiment une super grosse pollution, c'est pas génial de sortir tout simplement, mais en effet, c'est contre-intuitif, mais c'est effectivement les mesures qui ont été prises. Mais enfin bon, l'activité sportive, lorsqu'on est dans le milieu des particules, c'est... Mais le vélo n'est pas une activité sportive. Le vélo, se déplacer à vélo dans des conditions normales, en pédalant comme ça simplement, c'est de l'exercice. C'est comme marcher à pied. L'activité sportive, c'est quand on commence à aller vite, c'est quand on commence à monter chez vous là. Voilà, et donc là oui, mais sinon c'est pas l'activité sportive, donc c'est pas comme courir à pied. C'est comme marcher à pied. Voilà. Peut-être que les candidats veulent. Voilà, en fait, on s'était dit. Alors, il y a peut-être encore une question, et puis après, on fait un échange avec les candidats. Pardon, j'aurais voulu parler de deux choses. D'une part, la pollution. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on vient de savoir une grosse bombe à retardement qui est que dans les habitacles de voitures, essentiellement dans les voitures diesel, on a d'autres gaz de serre et d'autres poussières fines beaucoup plus dangereuses que celles émises par les voitures à essence, et que vous êtes à peu près sûr, car vous avez des types qui ne sont pas changés tous les 6 mois, d'attraper quelque chose avec ces gaz de très grande dangerosité. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que la possibilité de réduire la vitesse, y compris sur les axes quand même assez importants, mais à l'approche des villes, surtout à l'entrée des villes, à la sortie ça serait moins important, ça empêcherait, surtout à Grenoble, où toutes les entrées de ville sont extrêmement mal faites et mal construites, beaucoup de voies très chargées se croisent, se recroisent et se recroisent, et donc il n'y a pas d'écoulement des voitures. Et ce qui serait quand même, ça a été prouvé, hein, qu'une vitesse par exemple de 70 à l'heure, quand c'est un peu chargé, prendrait à la sortie du péage par exemple de Crolles en direction de Grenoble, ça éviterait au feu d'être complètement surchargé, et les phasages de feu ne correspondent pas du tout à même une vitesse de 90, on arrive déjà trop vite et on amasse les voitures au feu. Donc il serait intéressant, y compris déjà dans la pré-banlieue, c'est-à-dire des communes comme Barse et Vif, vous avez l'autoroute là qui est encore à 130, qui est déjà sur la partie non payante, mais à 130 à l'heure. Un flot de voitures très important. Vers Clé, Pont de Clé, et ils arrivent là-dessus, ils sont très vite dans les conditions très très rapides au rondeau, et là c'est l'apothéose, quoi. Vous avez des bouchons qui durent Donc je vois pas pourquoi on n'a pas diminué la vitesse sur ces axes-là, parce que les gens gagneraient beaucoup de temps justement à rouler à 70 à l'heure, quoi. Je crois que c'est ce que tu disais. Oui, enfin, oui et non. C'est intéressant parce qu'effectivement, vous dites c'est contre-intuitif. En même temps, cela dit, Grenoble, on ne changera pas. Hein, il y aura toujours 3 axes d'arrivée. Donc, il y aura toujours des bouchons à Grenoble. Et par contre, si effectivement ce que vous dites se fait, bon, pourquoi pas, la possibilité, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est qu'au bout d'un moment, les gens se disent ah bah c'est beaucoup plus fluide, allons-y. Et donc là, vous aurez, au bout d'un certain temps, exactement le même problème. C'est ce qui se passe généralement quand on met une nouvelle voie. Les gens s'y précipitent assez vite d'ailleurs, oui. Et puis au bout de 6 mois, 1 an, on dit ah ben non, c'est bouché, il en faut encore une. Donc voilà, ce que vous dites est intéressant parce que non, je sais, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas en roulant vite qu'on arrive le plus rapidement. Bon, ok. Mais en même temps, quand on dit qu'il faut toujours fluidifier, en réalité, on ne fluidifie pas parce qu'au bout d'un moment, les gens se disent
quand je dis les gens, c'est chacun d'entre nous potentiellement, hein, bien sûr. On se dit, ah ben alors là maintenant, ça y est, on a fait un système qui permet d'aller plus vite, donc je peux y aller. Et donc au bout de quelques temps, on revient en même. Non, c'est pas d'aller vite. Non, d'aller plus vite, d'arriver plus vite parce qu'on sera allé plus lentement avant, j'ai compris. Hein, mais... Oui, ça veut dire pour moi, c'est limiter la moins de pollution, beaucoup moins de pollution. C'est ça le problème. Tout à fait. Non, mais c'est l'aspect sur lequel je suis d'accord de votre raisonnement, mais simplement il faut être conscient que quand on dit, en gros, quand on a, parce que vous avez utilisé le mot fluidifié, je crois, ou quelque chose d'équivalent, ou le flux qui s'écoule, bon, quand on fait cette histoire de flux qui s'écoule rapidement, ça a des effets positifs dans un premier temps, y compris sur le plan de la pollution, mais à terme, il est possible que l'effet négatif revienne. Donc il faut avoir ça en tête. Donc je ne sais pas, en l'occurrence, ce qui peut être fait, je n'ai pas la connaissance que vous avez sur ce sujet-là, mais il faut avoir conscience d'une manière générale que quand on fluidifie d'une manière ou d'une autre, on risque d'avoir des problèmes de bouchons un peu plus tard, encore plus importants en fait. Voilà. Dernière question de Bertrand. C'est pas une question. Comme on a parlé du vélo ce soir, ça devrait aller. Comme on a parlé que du vélo ce soir, on n'a parlé pas que du vélo, mais on a aussi parlé du vélo. Je voudrais juste donner quelques chiffres, je pense que c'est intéressant à connaître. C'est que dans le Grésivaudan, il y a à peu près 370 000 déplacements qui sont effectués quotidiennement par les habitants du Grésivaudan. Et ces déplacements sont soit effectués à l'intérieur du Grésivaudan ou vers l'extérieur du Grésivaudan. 54% font moins de 3 km de ces déplacements. Près de 40% de ces déplacements font moins de 2 km. Et près de 10% font 1 km. La marche et le vélo sont utilisés pour moins de 1 km dans 85% des cas. Mais au-delà de 1 km, la voiture est utilisée à plus de 80% pour les déplacements de 1 à 5 km. Voilà, je voulais juste vous laisser ces chiffres pour clore notre réflexion concernant le vélo. On avait dit une heure en fait d'échange sur le vélo et les déplacements, et puis peut-être un échange avec les candidats sur le canton du Moyen Grésivaudan ou du Haut Grésivaudan. Alors peut-être, vu que ça se passe à Crome, donner la primeur en fait du micro aux candidats du Moyen Grésivaudan. Oui, dans un premier temps, la démarche que nous avons ici, c'est d'abord d'essayer de construire avec les habitants un programme où on a fait un certain nombre de réunions, d'ateliers citoyens. Et cette réunion aussi contribue, puisqu'on a bien vu que aussi l'expertise citoyenne, c'est quelque chose qui existe. Hein. On a vu les contributions qui ont été exprimées aujourd'hui. Après, je pense qu'il faudrait qu'on ait un certain nombre de questions qui résultent des difficultés qu'on peut avoir sur le Grésivaudan, notamment ce qui se passe au niveau des lignes d'autobus où le Conseil général a décidé de faire des économies, que ce soit sur les lignes express, que ce soit sur la 6020, etc. Il y a d'autres choses aussi qui s'expriment en ce moment, notamment sur la gratuité des transports. Donc voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est pas forcément qu'on vous donne des réponses toutes faites comme cela, comme un catalogue qu'on voudrait vendre pour une élection, mais que vous nous posiez des questions et qu'on puisse échanger sur ces thèmes-là. On est tous les deux avec Titi candidat pour le Rassemblement des citoyens. Donc, comme il vient de vous le dire, c'est en fait une démarche, enfin je devrais même compléter, c'est le Rassemblement des citoyens pour une Isère solidaire et écologique. Donc c'est vraiment ça en fait le noyau de nos intentions, et forcément les transports c'est vraiment au cœur de la préoccupation et de la solidarité et de l'écologie bien entendu. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, moi j'avais peut-être 2-3 choses à rajouter.
Bon, c'est un petit peu des lieux communs, mais voilà, donc les transports, si c'est au cœur de nos préoccupations, c'est bien sûr, donc c'est relatif à l'écologie, la pollution, on en a parlé, donc la santé. C'est en rapport aussi avec tout plein d'autres choses. Souvent, en fait, on affilie au transport et au changement qu'on veut faire les coûts de revient, les coûts des travaux, les coûts de ci, les coûts de ça. Bon, bien sûr, ça prend du temps. Mais nous, on a envie de se préoccuper beaucoup plus des coûts humains, sociaux, écologiques, donc, puisque c'est au centre de notre programme, les coûts sur l'humain, sur les écosystèmes, les coûts à long terme, et pas du tout les coûts financiers, bien sûr. C'est pas les premiers qu'on a envie de mettre dans la balance. Ça fait partie de nos intentions. Pour ça, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est un ensemble. C'est un ensemble, en fait. Hier, j'étais à une conférence sur le comité pour la gratuité des transports en commun sur l'agglomération grenobloise. Et eux, ils ont déjà vraiment travaillé beaucoup de sujets. Ils ont tout plein d'idées là-dessus. D'ailleurs, ça se fait déjà, enfin, la gratuité, Didier en parlait tout à l'heure. Ça se fait déjà dans de nombreuses villes, finalement, on n'est pas forcément trop au courant. Ça se fait déjà dans une vingtaine de villes en France, dont Manosque, Aubagne, Châteauroux, je ne sais plus. Voilà, donc en fait, eux, ils parlaient d'une réflexion vraiment globale autour de ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils évoquaient déjà tout ce qui est proximité du lieu de travail, on parlait du télétravail qui peut se développer de plus en plus. Niveau proximité pour faire ses courses, aujourd'hui il y a quand même le développement des AMAP, les fermes qui vont livrer les lieux un petit peu plus reculés qui n'ont pas forcément accès aux grands centres commerciaux qui sont en centre-ville et difficiles d'accès avec des transports en commun. Voilà, il y a, on disait que les transports en commun créent du lien social, favorise également donc la découverte des autres, la découverte aussi un petit peu de soi, puisque on le disait, c'est pas forcément toujours très timé, il faut se déplacer, il faut marcher, prendre l'air, voir le temps qu'il fait le matin, pouvoir marcher 5 minutes pour aller à son arrêt. Bon. Voilà, il y a plein de genres d'avantages comme ça. Et puis hier, ils évoquaient aussi dans l'ensemble comme ça de la mise en place des questions qui sont par exemple de l'ordre du rythme de vie. Donc là aujourd'hui on est tous très pressés, très stressés, on n'a pas le temps de se préoccuper d'autre chose que de notre timing de la journée. Donc bien sûr ça facilite pas les transports en commun. Donc eux ils voulaient favoriser avec ça d'autres types de réformes, je ne sais pas comment dire, d'orientation, qui serait par exemple l'arrivée aux 32 heures pour descendre tranquillement nos rythmes de vie. Bon, là je saute un peu sur complètement un autre sujet, mais pour eux ça allait avec. C'est un ensemble en fait, une façon de... Oui, ou la semaine des 4 jours, oui, très bien. Aussi. Voilà, pour tout ça pour dire qu'en fait, nous, on est quand même dans une réflexion d'ensemble, on ne peut pas donner des solutions toutes prêtes, toutes faites, etc. On n'a pas envie, c'est pour ça qu'on fait des soirées comme ce soir, et pour prendre justement la température, les opinions des gens, et puis s'inscrire dans une démarche d'ensemble, toujours dictée par la solidarité et l'écologie.